Bienvenue dans ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du pourquoi est-ce qu'on a tendance à manger plus. On s'intéresse à la fois à la biologie derrière ça, la psychologie, mais aussi l'environnement. Alors si tu es quelqu'un qui a de l'impression qu'il mange plus et qui ne comprend pas pourquoi, cet épisode est vraiment là pour toi. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. En gros, on veut savoir qu'est-ce qui contribue à notre rapport calorique et qu'est-ce qui contribue qu'on peut être dans un surplus calorique dans notre day-to-day. Puis il y a plusieurs choses justement qui peuvent contribuer à ça. On va le diviser en 3 catégories. Donc les facteurs plus hormonaux, physiologiques, ça serait le premier. Les facteurs environnementaux. Puis ensuite, c'est tout ce qui est émotionnel, psychologique. Fait qu'on va vraiment prendre le temps de les diviser. Fait que si, mettons, tu penses à quelque chose puis on le dit pas en haut, c'est probablement parce qu'on va le dire en bas. Fait qu'on va commencer vraiment avec hormonaux, qui je pense, c'est probablement lui qu'on parle le plus souvent. Parce que c'est lui qui est plus important pour nous avec nos clients. C'est qu'est-ce qui va faire en sorte que tu peux avoir plus faim hormonalement, physiologiquement. Je ne sais pas si tu veux commencer là-dessus. Exact. Fait qu'on s'intéresse à la question pourquoi est-ce qu'on a tendance à manger? Puis pourquoi est-ce qu'on peut avoir tendance à manger plus? Parce que c'est souvent ça qui crée justement qu'on va être en surplus, puis qu'on va manger davantage, puis qu'on va avoir un gain en gras. Alors, les premiers facteurs, c'est vraiment les facteurs qui sont biologiques d'une certaine manière, parce que notre corps a des mécanismes qu'il ne faut pas ignorer pour réguler son poids. Parce que pour lui, son poids, c'est un indicateur de réserve d'énergie qui est disponible. Fait qu'on a plein de mécanismes qui sont en place pour réguler la faim et la satiété. La première chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que notre corps a besoin d'un apport en nourriture. Évident quand même. Mais si on ne donne pas de nourriture à notre corps, il va nous envoyer des messages. Puis c'est là que souvent les gens ils vont se dire « Hey, mais là, mon corps me donne faim, mon corps me donne envie de manger du sucre, etc. » Mais en réalité, le corps, il y a une des problématiques qu'il a, c'est si qu'il sent que son estomac est vide. Il va envoyer un message disant « Il faut manger ». Fait que c'est là qu'on va avoir des changements au niveau hormonaux, principalement au niveau de la gréline puis de la leptine. Fait que là, ça va faire que justement, on va avoir des sensations de faim. Et cette première sensation de faim-là, elle est mécanique. Puis pourquoi est-ce que je prends toujours le temps d'en parler, puis vous l'avez entendu probablement super souvent aussi dans les épisodes de podcast, c'est parce que c'est normal. C'est une méthode de notre corps pour nous envoyer des signaux, puis lui, il ne sait pas que vous pensez que vous allez manger dans 2-3 heures, ou si vous avez décidé de jeûner, puis là, vous ne mangez pas. Il ne le sait pas. Fait que lui, il fait juste son travail, puis il se dit, ben là, j'ai pas de nourriture à digérer, mes réserves en énergie diminuent, j'ai besoin de demander de la nourriture. Et donc, tout ça pour dire que dans un processus de restriction calorique, ça peut être normal de vivre de la faim. Parce que, veut pas, souvent, ce qui arrive dans un processus de restriction calorique, c'est qu'on diminue la quantité d'aliments qu'on mange. Par contre, il y a des manières, justement, d'un peu truquer notre cerveau puis notre corps pour, justement, diminuer cet apport-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on aurait une quantité d'aliments en termes de poids fixe qu'un humain dans une journée aurait tendance à manger. Fait que par exemple, je donne un exemple comme ça, là, moi en tant qu'homme, j'aurais tendance à manger 1,5 kg de nourriture juste en poids. Par contre, on s'entend, si je mange 1,5 kg de concombre versus 1,5 kg de sac de chips, je ne vais pas avoir la même densité en calories de ce poids-là. Donc, tout ça pour dire que c'est super intéressant et que c'est manipulable parce que la sensation de faim provient d'un signal qui est un peu mécanique. Fait que, qu'est-ce qui est présent dans notre estomac? Donc, dans un processus où est-ce qu'on a un objectif, où est-ce qu'on doit restreindre les calories, mais c'est important de ne pas juste dire « moi je coupe ». Moi, je mange moins, je mange un repas, etc. Mais bien, je vais prioriser des aliments qui sont faibles en calories, mais qui ont beaucoup de volume parce que ça va prendre de l'espace mécaniquement, puis ça aura un poids. Fait que c'est important de comprendre ce phénomène-là parce que plus on va avoir tendance à enlever de la nourriture en termes de quantité, en termes de poids, plus on va être confronté aux signaux de faim et tout le monde sait qu'après un certain temps, c'est difficile de résister à des signaux de faim. Ça devient compulsif, on pense juste à ça. Qui n'a pas déjà entendu l'expression de « qu'il faut mieux faire l'épicerie le ventre plein parce que sinon on va avoir envie de tout acheter ». Fait que la première étape qui fait qu'on va avoir tendance à manger plus puis à vouloir manger, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a faim. Fait que la première étape, c'est d'être capable d'essayer de réguler ça.
Et il y a justement les macronutriments qui peuvent aider un peu là-dedans. Ben, il y a les macronutriments. Numéro un, c'est de pas espérer d'avoir un déficit calorique immense. Ça fonctionnera pas. Si tu es en déficit calorique de comme 2000 calories à chaque jour, tu vas starve, ça fonctionnera pas. Même si tu manges du volume incroyable de laitue, c'est pas juste le volume. Le volume, c'est une façon, évidemment, des aliments qui sont volumineux, peu caloriques, c'est une façon de tricker un petit peu ton cerveau pour qu'il sache que, OK, mais mon estomac est plein, cool, je suis content. Mais reste que c'est pas juste ça, puis si ton corps a des besoins, il va te le faire ressentir. Donc, l'idée, ce qu'on va toujours dire, c'est que oui, avant de parler un petit peu plus des macros, c'est d'être en mesure de, oui, va chercher un déficit calorique, mais un déficit calorique est juste comme logique, right? C'est ce qui va faire. Là, on est en train de parler de déficit calorique, mais c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pas manger trop. Parce que créer un trop gros déficit calorique, ben, sur une semaine, par exemple, tu risques de manger trop au final. Puis c'est difficile, parce que moi, c'est comme, à un moment donné, j'ai décidé que j'allais enlever ça, puis j'ai fini par ne pas perdre du poids cette semaine-là parce que j'ai mangé tout ce qui n'était pas dans mon plan parce que ça devient trop difficile. Fait que numéro un, évidemment, les macros, on veut respecter ça. On veut avoir un déficit calorique qui est juste logique et qu'on peut respecter sur le long terme parce que c'est une game de constance. Mais numéro deux, les macronutriments, c'est une autre chose. Comme je disais tantôt, tu peux pas juste manger de la laitue puis espérer que tout va bien. Reste que ton corps a besoin de certains macronutriments qui sont intéressants. Puis s'il les a pas, il va ressentir ce besoin-là. Exemple, tu peux manger, je sais pas, 3000 calories de protéines et de lipides. Ça se peut que tu craves quand même des glucides. Ça se peut si t'en as pas. Mais reste que l'essentiel pour contrôler des signaux de la faim, souvent, le conseil qu'on va donner, c'est bien évidemment boire de l'eau, ça c'en est un, mais conseil numéro 2, c'est de prioriser les protéines. On a entendu ça tout le temps, les protéines, tout le temps les prioriser. Oui, pour la prise de masse, c'est bien. Oui, pour garder la masse musculaire, pour tout le kit, mais la protéine, c'est quand même le macronutriment qui contribue le plus à l'effet de satiété, et, étant donné que c'est aussi un nutriment qui prend plus de temps à digérer, donc ton corps... t'as les signaux justement que tu es plein plus longtemps. Donc, ça vaut la peine de prioriser des protéines. Fait que ça, c'est tout le temps quelque chose qu'on va donner. Mais il y a aussi, en fait, tout ce qui peut contrôler leptine, ghrelin. Il y a le sommeil aussi. Ça, c'est absurde, mais on voit la différence. Puis, je veux dire, je l'ai déjà fait sans faire exprès, on s'entend, mais j'ai dormi un 4-5 heures. Pour vrai, je m'en foutais de ma structure alimentaire le lendemain. J'étais comme, j'ai envie de manger du McDo, j'ai envie de manger une poutine. C'est prouvé que les gens qui dorment moins, les gens qui n'ont pas de facilité, mettons, à dormir leurs 8 heures, qui sont plus dans le 4-5 heures, exemple, vont avoir tendance à vouloir des aliments qui sont plus riches en sucre et riches en gras. Et en plus de ça, le manque de sommeil va faire en sorte que la ghrelin va augmenter. Puis tantôt, Simon l'a mentionné, mais la ghrelin, c'est l'hormone qui donne faim, tandis que la leptine va diminuer. Puis la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Fait que s'il y en a un qui augmente puis l'autre, il diminue, ben t'as juste vraiment plus faim. Donc, en tant que tel, c'est toutes des choses, des trucs que tu peux faire pour éviter d'avoir des signaux de la faim qui sont tout le temps présents. C'est d'être en mesure de te mettre dans une bonne position pour pas être toujours affamé. Puis on s'entend que d'une personne à l'autre aussi, les signaux de la faim sont pas tout le temps pareils. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui sont plus avantagés. On va pas dire le contraire. Il y a des gens qui ont moins faim. Donc, c'est plus facile pour eux de pas prendre de poids, par exemple. Ça arrive. Mais reste que si toi, tu sais que tu as faim tout le temps, moi, exemple, j'ai tout le temps faim, ben je vais utiliser ces stratégies-là pour être en mesure de contrôler mes signaux de la faim. Et puis comme tantôt Simon disait, il mentionnait que le but, c'est de pas avoir l'estomac vide. Ben manger plusieurs fois dans ta journée peut faire en sorte que ça soit moins souffrant ou si tu as moins faim. C'est pour ça que moi, je divise, même quand je suis en déficit calorique, j'ai 4-5 repas parce que j'essaie de tout le temps manger. Fait que ça, c'est des stratégies, en gros, qui est vraiment sur la partie hormonale de la faim puis tout le kit. Mais en tant que tel, il y a aussi l'aspect environnemental qui peut faire en sorte qu'on mange plus. Mais pourquoi? Parce que dans le fond, on a, en fait, justement, si on fait abstraction du fait qu'on a parlé de la faim, parce que quand on a faim, la problématique, c'est qu'il y a une si on va devoir manger, dans le fond, c'est ça le processus réflexif. Fait que si on a faim, on va avoir ce besoin-là de manger. Après, la deuxième étape, la deuxième problématique qui fait qu'on peut manger plus, c'est l'accessibilité à la nourriture. Parce que je peux avoir faim sans nourriture, mais je peux avoir faim et consommer de la nourriture. Et donc, une des premières problématiques qu'on voit, puis pratiquement dans ces personnes qui ont des objectifs de perte de gras, c'est est-ce qu'on a de la nourriture qui est accessible à la maison, qui est rapide et qui est transformée. Puis je parle vraiment du concept d'accessibilité parce que souvent, c'est la seule barrière qu'on a entre le fait de manger ou non. Je donne un exemple super simple. Si j'ai faim et que je n'ai pas... la seule chose que j'ai chez moi, c'est de la verdure, on va dire des concombres. Mais il y a des fortes chances que si j'ai vraiment faim, je vais vouloir manger du concombre parce que je veux combler ma faim. Par contre, si chez moi, j'ai uniquement des chips, des biscuits, etc., ben, il y a des fortes chances que mes pensées soient orientées vers ça. Et cette accessibilité-là, c'est quelque chose qui est quand même à risque. Puis
Puis ça veut pas dire que, hey, wow, tu vas pas être capable de faire preuve de volonté puis résister. Par contre, quand on est confronté à la présence d'aliments, comme par exemple des aliments qui sont plus denses en calories, riches en gras, riches en sucre, des bonbons, des chips, etc., le fait d'avoir cet accès-là, un moment donné, on va perdre. Un moment donné, on va être trop tenté. Il faut résister à la tentation. Ça a un coût au niveau de la volonté, puis c'est difficile. Donc, l'accessibilité à la nourriture, qui est souvent dense en calories par rapport à l'accessibilité à la nourriture qui est plus faible en calories, mais c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'on parle de manger plus, mais parfois c'est juste, on ne mange pas nécessairement plus en volume, on mange plus de calories parce que c'est ce qu'on a d'accessible à la maison et qui est rapide à se servir. Ouvrir un sac de chips, c'est facile. Peler des carottes, les couper, c'est plus long. Fait qu'on va prendre quoi? La chose qui est la plus accessible. Puis je pense qu'au niveau de l'accessibilité, je veux rajouter un point qui est nouveau depuis les dernières années. Puis c'est pas nécessairement tu sais, je veux dire, veux pas, mettons, exemple, tu veux aller manger du resto. Déjà, il y en a un à chaque coin de rue. C'est rendu super accessible de tout le temps manger partout où tu veux, qui n'est pas ta maison, en rentrant du travail. Mais une fois que tu es rendu à la maison, avant, on était un petit peu plus safe. On était comme, écoute, si je veux manger quelque chose, je dois sortir de ma maison, je dois mettre mes bottes, mettons que c'est l'hiver, mettre mon manteau, sortir au dépanneur, peu importe. Mais plus maintenant. Plus maintenant, parce que depuis la quarantaine, on a DoorDash, on a Uber Eats, toutes des choses qui font en sorte qu'il devient de plus en plus accessible d'avoir en fait des aliments qui ne sont pas nécessairement dans notre plan de match ou qui ne correspondent pas au nombre de calories qu'on veut. Donc, en tant que tel, je pense que ça aussi, ça contribue à l'accessibilité de ce type de nourriture-là. Ce qui fait en sorte que je pense que la meilleure stratégie pour ça, ça va être de te mettre dans des situations où tu n'as pas à tester ta volonté. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Les gens sont comme « Ah, mais toi, tu as tellement de volonté » ou « Ah, moi, je manque de volonté ». Non, c'est juste que, veux pas, exemple, si on ouvre le frigo, ben nous, il n'y a rien qui va faire en sorte que on va vouloir... En fait, c'est qu'on se met des barrières pour atteindre, pour ne pas avoir à tester notre volonté. Même principe, j'ai pas DoorDash dans mon téléphone, j'ai pas Skip, j'ai pas Uber Eats, je l'avais avant. Mais juste le fait d'avoir delete l'application, il faut que je fasse une étape supplémentaire de la mettre dans mon téléphone, une étape supplémentaire de rentrer mon compte. Toutes des choses que tu peux te poser la question, est-ce que c'est réellement ça que je veux faire? Donc, c'est de te mettre des barrières pour t'assurer que cette facilité-là soit pas là. Fait que, bref, ça, c'est comme la stratégie que j'utiliserais. Fait que, mettons, nous, meal prep, ça reste la meilleure chose parce que j'arrive à la maison, puis mon repas est déjà fait, j'ai pas vraiment l'excuse de me dire « Ah, ça me tente pas de faire à manger ». Non, c'est fait. Comme ça, t'as pas besoin de te casser la tête, tu fais juste le mettre dans le micro-ondes, puis tu manges. Exact. Et au niveau environnemental aussi, on a aussi les enjeux qui sont familiaux. Puis je veux prendre le temps d'en parler juste un peu parce que c'est là aussi que lorsqu'on est dans un processus de perte de gras, c'est important de communiquer aussi à notre famille c'est quoi notre objectif parce que ça se peut puis ça arrive souvent avec des membres qu'il faut prendre le temps de s'asseoir avec son conjoint, sa conjointe, son partenaire, son père, sa mère parce que justement, peut-être que quelqu'un d'autre est en charge de la nourriture, peut-être que quelqu'un d'autre est en charge de l'épicerie. Est-ce que c'est possible de mettre des règles justement familiales par rapport à l'accessibilité à la nourriture? Hey, souvent il y en a qui vont dire hey, que tu peux t'acheter des biscuits, j'aimerais juste pas ça, pas les voir ou mets-le sur l'étagère du haut, comme ça je sais que je peux pas aller le chercher, etc. Juste pour faciliter le processus de restriction calorique dans cet objectif-là de perte de gras. Puis ça peut être, l'accessibilité peut aussi être vue à l'inverse. Là, on s'intéresse à justement pourquoi on mange plus, mais quelqu'un qui a de la difficulté à manger justement, à faire des bons choix ou etc. ou manger plus de calories, mais favoriser l'accessibilité à des aliments qui sont justement, qui sont complets, des repas qui sont déjà préparés, mais ça peut justement contribuer aussi à un objectif, que ce soit de développement musculaire aussi, pas juste uniquement de la perte de gras. Mais bref, il y a vraiment des facteurs environnementaux qu'il faut faire attention par rapport à, qui pourraient nous faire manger plus aussi, ou nous faire manger moins d'une certaine manière. Mais là, nous, aujourd'hui, on va juste parler de ce qui nous fait manger plus. Et l'accessibilité, c'est quelque chose. Puis ça c'est la nourriture qu'on a à la maison. Mais l'étape numéro 1, c'est l'épicerie, à l'épicerie. Et qu'est-ce qui se passe à l'épicerie? C'est super important parce que c'est ce qu'on ramène à la maison puis qui, comme tu dis, il va tester la volonté. Puis moi, il y a une chose que je me fais dire souvent, puis je trouve ça tout le temps drôle, puis dans ma famille asiatique, écoute, c'est comme ça, là. Quand il y a des spéciaux, là, il faut-tu donc pas oublier cette opportunité-là, ne pas manquer cette opportunité, puis ramener les biscuits, les sacs de chips, les sacs de jujubes, parce que c'était Carnaby, là. Oh mon Dieu, c'était tellement bon, ça. Bref, il y en a, mes parents en achetaient tout le temps quand c'est en spécial. Puis les gens, ils me le disent, ah, mais là, c'était en spécial, je l'ai acheté. Mais saviez-vous qu'il y a une rotation dans ces spéciaux-là et que ces spéciaux-là sont faits expressément pour attirer la clientèle dans un magasin?
Quand je travaillais dans un Jean Coutu, c'était exactement ça. On mettait les sacs de chips à 99 sous parce qu'on savait que cette semaine-là, il y avait plus de clients qui allaient venir juste rentrer dans le magasin pour les sacs à 99 sous. Fait que souvent, on a cette peur-là que hey, on va manquer cette opportunité, fait qu'il faut absolument l'acheter maintenant, mais dans 4 semaines, le rabais va revenir, 3-4 semaines. Fait qu'il faut pas toujours être dans ce piège d'être comme « Ah, mais là, il faut que je l'achète, c'est vraiment un rabais ». Détachez-vous de ça, puis prenez le temps de vous poser la question « Est-ce que ça l'aide à mon objectif ou non ?» Puis après, vous pouvez prendre une décision qui est éclairée. Si vous prenez une décision éclairée, puis vous prenez la décision d'acheter, d'avoir cette nourriture, il n'y a pas de problème aussi. Il faut juste être conscient du choix qu'on a fait et qu'on augmente l'accessibilité à certains types de nourriture. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Donc, maintenant qu'on a parlé des facteurs qui sont biologiques, là, on a parlé des facteurs qui sont aussi environnementaux, mais là, il faut s'intéresser à justement nous en tant qu'individus, qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est là que les facteurs psychocomportementaux rentrent en jeu. Ouais, puis ça, c'est dans le fond, on va catégoriser là-dedans tous les facteurs qui sont, dans le fond, des choses qui nous encouragent à ne pas écouter les signaux de notre faim à travers notre vie. Tu sais, souvent, ça vient de la maison, ça vient de comment tu as été élevé, puis tout le kit, puis c'est des choses qu'on a probablement tous entendues, du genre, hey, finis ton assiette. T'sais, exemple, ça, finis ton assiette. Ça, c'est toutes des croyances qui vont être basées à partir de là, qui vont faire en sorte qu'on va avoir certains comportements alimentaires qui vont pas nécessairement être en lien avec notre signaux de faim. Fait que, tu sais, exemple, c'est ça, finis ton assiette. Je pense que la valorisation de manger plus pour un homme, c'est quand même quelque chose qui est prévalent, tandis que la valorisation de manger moins pour une femme, c'est quelque chose qui est prévalent aussi. C'est des choses qui peuvent jouer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou c'est vraiment juste... Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu. Il y a des gens qui mangent pas dans le monde. Finis ton assiette. L'emphase sur tout le temps vouloir finir ton assiette, ben, ça fait en sorte que dans la vie, après, tu vas toujours... Même si tu n'as plus faim, tu vas être comme « faut que je finisse mon assiette ». C'est toutes des choses qui vont faire en sorte que ça devient facile de manger plus. Dans certains contextes familiaux où peut-être quelqu'un avait moins d'argent aussi, peut-être manger vite pour être sûr d'avoir une deuxième assiette, ça peut être quelque chose qui fait en sorte que maintenant tu manges vite, puis là tu n'as pas le temps de sentir que tu n'as plus faim, fait que tu continues à manger, chose qui peut être problématique aussi pour tes signaux de la faim parce qu'on s'entend que ça prend du temps à ce que le cerveau se fasse entre l'estomac, ben le lien se fait rapidement, mais le fait que tes hormones disent « OK, tu n'as plus faim », ça peut prendre quand même plus de temps. Fait que souvent, manger vite peut faire en sorte que tu manges plus. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent forger tes comportements pour après, puis peut créer des émotions négatives par rapport à l'alimentation. Fait qu'après, tu peux développer certains patterns comme du binge eating. Exemple, si tu as l'impression que tu te prives, ben là, à ce moment-là, un soir, tu vas manger des quantités phénoménales de nourriture juste parce que tu es comme... Ou souvent, le cheat meal ou le cheat day, c'est ça que les gens vont faire. Ils vont utiliser cette journée-là pour binge. Ah, j'ai fait attention toute la semaine. Fait que là, je vais manger tout ce que je veux. Fait que là, tu manges un sac de chips, douzaine de beignes, tu manges tout, puis ça fait que ça devient une journée qui est hors du commun. Bien, ça, c'est des choses, des patterns qui peuvent faire en sorte que tes signaux de la faim, tu ne les écoutes pas. Parce qu'on s'entend que dans une situation de binge, que tu aies faim ou pas, tu as envie de manger. C'est pas la même chose. Et il y a vraiment un aspect culturel et éducatif à ça parce que c'est des comportements qui ont été intégrés généralement dans l'enfance, dans le milieu dans lequel les gens évoluaient, fait que généralement le milieu familial. Et ça peut contribuer justement à pourquoi est-ce qu'on mange plus. C'est parce qu'on n'est pas nécessairement à l'écoute de nos signaux de faim, mais plus à ce qu'on a appris à faire. Fait exactement comme tu as dit, le fait de finir son assiette. Puis ça peut être aussi simple que de dire, hey, si tu veux manger ton dessert, il faut que tu finisses ton assiette. Fait que là, on a créé une relation de pouvoir par rapport au dessert et par rapport à l'assiette principale, puis l'obligation de finir une assiette pour avoir un extra. Fait qu'un extra qui est souvent un extra calorie, on est d'accord. C'est aussi une récompense. C'est une récompense. C'est facile d'associer le dessert à c'est un plus, c'est une récompense. Exactement. Puis ça fait des différences qui sont quand même significatives parce que, par exemple, moi, dans ma famille, on n'a pas été élevé à manger du dessert. Mais absolument pas. Si on avait un dessert, c'était un anniversaire. Mais ça fait que moi, j'ai pas ce besoin-là d'avoir ce goût sucré après un repas principal. Par contre, il y a beaucoup de gens qui nous partagent que c'est super important pour eux d'avoir quelque chose de sucré. Maintenant, il y a aussi l'aspect mange pour ce que tu as payé.
Ouais. Fait que ça, c'est au restaurant. Puis ça, j'ai ces discussions-là super souvent parce que dans un contexte de restriction calorique, un de nos ennemis, c'est la nourriture qu'on ne mange, qu'on n'a pas le contrôle sur la production et dans la restauration. Puis la restauration en général, mais on pourrait inclure des pâtisseries, etc. L'objectif, c'est pas de restreindre les calories. Eux, ils veulent donner un service en or avec un aliment qui goûte bon. Dans la restauration, c'est ça l'objectif de fournir un repas et ça fait que souvent la densité en calories d'un repas est énorme. Et naturellement, nous, on pense, hey, mais je veux manger pour ce que j'ai payé, mais le restaurateur, à l'inverse, lui, il s'est dit, mais je vais lui donner ce qu'il a payé. Fait que souvent, les quantités de nourriture sont 2 fois la taille d'un repas principal, puis avec une entrée, puis etc. Fait que souvent, là où est-ce que je confronte des gens, c'est est-ce que tu es obligé de finir ton assiette si tu n'as plus faim? Oh, mais j'ai payé pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne le mangerai pas au complet? Tu peux le prendre pour emporter, il n'y a pas de mal. Fait que souvent, puis justement, après, on a été élevé aussi à dire, ah, mais il ne faut pas gaspiller la nourriture. Parce qu'il faut pas que tu gaspilles même si tu n'as plus faim. Fait que c'est là que ça devient un défi, puis que ça fait que culturellement et d'un point de vue aussi éducatif, on est encouragé d'une certaine manière à manger plus que nos besoins parce qu'on n'enseigne pas à écouter notre faim. Moi, une chose que je suis quand même reconnaissant de mes parents, puis j'ai cette réalisation très récente, c'est qu'ils me demandaient tout le temps si j'avais une deuxième assiette, est-ce que tu as faim ou c'est parce que c'est de la gourmandise? Et j'avais le choix de répondre les deux, bien entendu. Ah, mais ça va être pour la gourmandise, ça va être pour la faim. Mais ça a quand même mis cette notion-là que, OK, mais si je fais ça parce que j'ai vraiment faim ou non. Fait que vraiment, il y a beaucoup des comportements qu'on a intégrés, qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont problématiques, qui nous font manger plus, mais qui fait que, ouf, ça se peut que je doive changer ma manière de penser pour le reste de ma vie, mais aussi pour mon objectif. 100%. Puis je pense que c'est aussi d'en prendre conscience. C'est pas facile de changer ça. T'sais, je vais être honnête, je le sais, mais moi, j'ai plus tendance à finir mon assiette, peu importe. Fait que si je vais au resto, toutes mes assiettes sont comptées dans ma vie de tous les jours, fait que ça va. Mais si je vais au resto, moi, je rapporte rien. Moi, c'est vraiment ça. Puis je veux dire, j'essaie de faire attention à ça. Puis plus que le temps avance, plus que je suis comme, non, j'ai plus faim. Tu sais, je rapporte de plus en plus des choses, mais mon premier réflexe, c'est de se dire, non, faut que tout parte. Ouais. Faut que tout se mange là. Puis même qu'avec le temps, je me suis développé des techniques pour tout pour manger tout dans mon assiette. Puis ça, c'est fou, c'est que je vais toujours manger les choses que j'aime moins en premier. Comme ça, je sais que quand je vais avoir moins faim, il va y avoir la chose que je préfère. Comme ça, je vais finir mon assiette. Mais ça, c'est des choses qu'une fois que tu vas être en mesure de prendre ça puis juste réaliser ça, tu vas être en mesure de comme défaire ces patterns-là qui vont être avantageux à défaire là, si tu veux réaliser tes objectifs. Et un dernier aspect au niveau psycho-comportemental qui fait qu'on peut toujours manger plus, puis surtout manger plus de calories, c'est que souvent on a une association émotive au fait d'avoir faim par rapport à certains aliments. Et souvent, on va dire, puis on entend ça souvent, c'est « Ah, ben moi j'ai faim puis j'ai envie de sucre. » Ouais. Mais la réalité, c'est que ton corps ne demande pas de manière tangible du sucre. Ton corps va manifester un besoin de faim et émotionnellement, tu auras associé ce besoin-là à « En ce moment, j'ai un stress, j'ai envie de sucre. » Fait que c'est deux choses complètement différentes parce que tu peux avoir faim sans envie de sucre et tu peux avoir faim avec une envie de sucre. Mais c'est un désir versus un besoin qui est mécanique. Fait que si on comble le besoin qui est la faim, est-ce que le désir va encore rester? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à se poser comme question. Et c'est justement ce fait d'associer aussi beaucoup des aliments qu'on aime avec notre faim, mais ça a un rapport aussi avec associer des aliments qui nous font du bien par rapport à notre gestion de stress. Fait que c'est super important d'avoir ça en conscience que si on est stressé, ça se peut qu'on doive justement développer des stratégies de compensation pour gérer notre stress qui ne sont pas nécessairement liées à la nourriture parce que c'est une chose qui va faire que les gens vont avoir tendance à manger plus. Ça vient de me faire penser aussi au chien de Pavlov. Là, tu vas savoir où je m'en vais. Là. Mais en temps normal, puis j'ai remarqué que je l'ai même fait pour moi, je suis ce qu'on peut considérer un iPad kid. Puis, j'ai besoin d'avoir mon téléphone puis d'écouter une vidéo. J'ai besoin d'écouter YouTube ou un film ou peu importe Netflix pendant que je mange. C'est pas un besoin, mais en ce moment, ça l'est comme devenu. Okay? Je pense depuis la quarantaine, là, ça l'est devenu. Mais ça fait que à chaque fois que je suis devant Netflix ou j'écoute une vidéo YouTube, je me dis ça serait le fun de manger. Fait que là, dans le fond, ton cerveau, veut pas, avec les comportements que tu as, il est habitué que tu manges en même temps d'écouter Netflix ou peu importe, tu manges peut-être un dessert en même temps d'écouter Netflix. Ben lui, à chaque fois que tu vas écouter Netflix, il va te faire dire ça serait le fun, un petit dessert. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Puis c'est pour ça que les conseils qu'on a eus, en fait, moi, les conseils que j'avais eus, je sais pas si c'était pendant le bac ou c'est avant ça, c'est de garder, puis je pense que c'est dans le guide canadien, en fait, c'est de manger à la table. Ouais. Mange à la table
Comme ça, tu vas associer la table à manger, tu vas associer le moment de souper avec justement cette table de cuisine-là ou peu importe, mais au moins ça ne va pas être un film que tu vas associer avec la nourriture, donc tu n'auras pas besoin de toujours manger en même temps de regarder des choses. C'est ça, notre cerveau, il fait des associations. C'est bon. Puis honnêtement, il est bon pour ça. C'est facile, c'est des rappels. Mais justement, il faut prendre le temps de déprogrammer ça d'une certaine manière parce que justement, ça peut contribuer au fait qu'on mange plus parce que quand on est distrait, puis que ce soit face à un écran de Netflix ou que ce soit au travail aussi, quand on est distrait, on n'a pas conscience de manger. Fait qu'on n'a pas cet enregistrement-là de comme « Ah! Je suis en train de manger puis je ne me rends pas compte. » Puis c'est la même chose si je rajoute le concept d'accessibilité par-dessus. Si je suis en train de travailler puis j'ai un pot de noix qui est accessible puis qui est transparent, ben je vais avoir envie d'aller vider dedans. Mais si j'ai un couvercle puis le pot est opaque, ben je vais avoir moins envie d'en manger. Fait qu'il y a vraiment plein de choses super intéressantes au niveau psychocomportemental qui fait que, hey, on mange plus. Mais au final, ce qui est important, c'est juste de prendre le temps de faire une petite introspection puis de se dire qu'est-ce qui en ce moment fait que je pourrais manger plus de choses hors de mon contrôle et manger plus de nourriture qui est disponible mais qui est dense en calories. Tous ces aspects-là, fait que ce soit les facteurs biologiques, que ce soit les facteurs environnementaux ou psychocomportementaux, fait qu'on mange plus. Ça explique pourquoi est-ce qu'on aurait tendance à manger plus que nos besoins et pourquoi est-ce qu'on aurait tendance à prendre du gras. Donc, maintenant qu'on sait que ces facteurs-là existent, c'est important de regarder qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut adapter pour justement rendre le processus plus simple et faire que justement, on n'ait pas à manger plus. Et ça commence généralement par être capable d'écouter nos signaux de faim, être capable de gérer la nourriture qui rentre dans la maison parce qu'une nourriture qui rentre dans la maison est une nourriture qui va être consommée. Je le rappelle, elle va être consommée un jour, peut-être pas tout de suite, mais un jour. Bref, il faut s'intéresser à ces points-là, puis c'est d'ailleurs ce que nous, on travaille avec tous nos membres, puis avec tous les gens avec qui on communique, on travaille ces différents points-là parce que c'est pas aussi simple que dire « il faut manger moins ». On le comprend bien avec l'épisode qu'on vient d'avoir. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait plaisir de vous répondre. Vous pouvez écrire directement à moi-même à coachsim.knvel ou directement à coachd.knvel et ça va nous faire plaisir de vous répondre et vous en apprendre davantage. Sur ce, on se voit la semaine prochaine.